Comme on disait, de toute façon, au niveau des appâts, tous les appâts sucrés, de manière générale, fonctionnent. Il n'existe aucun appât, même commercial, qui est bien meilleur que les autres. Alors, il existe toute une série vendue dans le commerce. Ils sont tous avec une base sucrée. Donc ça marche toute l'année. On n'a aucune phéromone, on n'a rien qui nous permet d'attirer uniquement le frelon. Donc, en fait, de manière générale, le but du piégeage, c'est d'attirer tout le monde. Et grâce à des systèmes sélectifs, avec des grilles comme ceci qui permettent aux insectes de ressortir et aux plus gros de ne même pas rentrer, ça nous permet de ne piéger que le frelon. Alors ça fonctionne effectivement parce que le frelon il est aussi opportuniste et c'est aussi un peu un carnassier. Voilà, vous faites un barbecue chez vous, il risque de venir manger les restes de viande dans votre compost ou quoi. Mais pareil, en fait c'est assez compliqué à prouver scientifiquement. L'appât protéiné peut être utile surtout quand on va faire du piégeage de masse, donc plus tard dans la saison, parce que les protéines elles vont aller les chasser pour nourrir leurs larves. Donc à une période de la saison, ils peuvent avoir 500, peut-être 1000 larves à nourrir, donc c'est là où ça devient vers août-septembre très intéressant. Nous, ce qu'on va d'office promouvoir, c'est les pièges sélectifs. Tous les pièges sélectifs fonctionnent généralement de la même manière, c'est qu'ils ont une grille et un cône, ça c'est quasi chaque fois la même chose, avec des diamètres différents. Ça permet donc aux frelons de rentrer et pas de sortir, et tous les autres insectes de ressortir. Ce qui est important après ça, en fait, c'est que les insectes ne se noient pas quand ils rentrent dedans. Ce qu'on a l'habitude de voir en magasin, c'est des pièges à noyade. Donc c'est des pièges qu'on remplit d'eau. On a beau avoir une grille sélective, si jamais il y a un insecte qui rentre dedans et qui n'est pas censé rentrer, il va se noyer. Donc pour ça, nous, on a utilisé deux matières différentes. Pour nos essais en labo et pour la campagne de l'année passée, on a travaillé avec des éponges simplement. Et donc en fait, on remplit l'attractif liquide dans le piège avec l'éponge, ce qui fait que les insectes qui rentrent peuvent éventuellement même consommer l'attractif, ressortir, ça ne pose pas de problème. Cette année, on est parti sur une solution plus écologique et biodégradable. C'est du bioabsorbant à base de cellules végétales, c'est de la cellulose. Les pièges à noyade qu'on vend dans le commerce et qu'on a tendance à voir pour les guêpes et autres, capturent moins de 10% de frelons par rapport à la quantité d'insectes qu'on peut trouver dedans. Et c'est là qu'on peut avoir des déséquilibres au niveau de l'écologie et de la biodiversité, parce qu'on va détruire énormément d'insectes non désirés. Pour le piégeage de masse été-automne, on a fait une première expérience où justement on a piégé à 50 mètres des ruchers ou sur les ruchers. On a vu que la sélectivité à 50 mètres des ruchers était moins de 50%, donc on avait un insecte sur deux qui n'était pas du frelon asiatique. Et quand on piégeait sur le rucher, on montait avec nos pièges ici à plus de 80% de sélectivité. Donc c'est pour ça qu'on conseille uniquement de piéger sur les ruchers quand on commence à avoir de la prédation du frelon asiatique pour protéger nos abeilles. On a testé différentes positions et on s'est aperçu qu'en fait la position au-dessus n'était pas la plus efficace, mais c'est plutôt les positions où on va mettre un piège en dessous de la ruche, entre deux ruches, ou en face de la planche d'envol qu'on va piéger le plus de frelons asiatiques. Effectivement, ces pièges-là ont montré encore une bonne sélectivité en été. L'idéal en fait du piégeage, ça serait d'avoir un couvercle au printemps et un couvercle en été. Et c'est surtout le trou d'entrée qui va varier entre les deux. Donc on a un trou d'entrée qui est plus grand parce que les fondatrices sont plus grandes pour le piégeage du printemps. Et en été, on aura un trou d'entrée plus petit. On a testé l'année passée les harpes humides. Donc c'est des harpes électriques placées entre les ruches avec un bac d'eau en dessous, ce qui fait que quand le frelon touche deux fils, il est électrocuté. Il tombe dans le bac d'eau pour être sûr qu'il se noie et qu'il ne ressorte pas. On était très contents parce que par harpe, par semaine, on pouvait avoir 70 à 80 frelons par harpe. Donc ça, c'était un très beau résultat, sauf qu'en fait, on avait 10 fois plus d'abeilles. Donc voilà, ça, c'était assez mitigé. Le concept est pas mal parce qu'effectivement, on capture beaucoup de frelons, mais ce problème de bac d'eau devrait être résolu. Et donc, c'est pour ça que cette année, on a un nouvel essai qui va se mettre en place cet été avec des harpes électriques mais sèches. Et dans ce cas-là, à la place d'avoir un bac humide en dessous, le frelon va tomber dans une sorte de grillage, de couloir grillagé, dont les mailles sont calculées pour que voilà, les abeilles et autres insectes puissent ressortir. Et lui, en fait, va complètement être bloqué et les seules sorties qu'il aura, elles seront sur les côtés dans des pièges. Et on espère avoir une sélectivité qui sera meilleure et pouvoir recommander ce genre de harpe aux apiculteurs. À l'heure actuelle, nous on ne recommande qu'une seule technique parce que voilà, c'est celle qui fonctionne le mieux, c'est l'utilisation de produits phytosanitaires. Donc actuellement on utilise des perches télescopiques
C'est des perches qui vont en fait avoir une hauteur qui varie de 20 à 40 mètres de haut et qui permettent avec un aiguillon de percer le nid et d'envoyer le produit chimique à l'intérieur du nid. Ça reste très concentré comme ça dans le nid, ça évite qu'on en aille partout dans l'environnement et on est certain en fait d'envoyer le produit à tous les étages du nid. Nous on recommande cette technique-là parce qu'elle est efficace et elle est rapide, mais bien sûr à long terme il va falloir trouver des solutions plus écologiques. Donc actuellement on utilise donc des pyrétrinoïdes, hein, cyperméthrine et perméthrine, qui sont donc des neurotoxiques. Leur demi-vie varie entre 5 et 30 jours, on va dire, selon l'environnement. C'est assez court, sauf que le problème, c'est que c'est très dangereux pour les milieux aquatiques et entre autres pour les chats. Si par contre le produit est exposé à la lumière, à l'humidité et autres, sa demi-vie est très fortement réduite et il va assez vite se dégrader dans l'environnement. Il y a des alternatives, donc on va nous travailler avec la terre de diatomée, on a une dérogation pour essayer de voir si ça peut marcher en Wallonie. Il faut savoir qu'avec la terre de diatomée, l'action est beaucoup plus longue, il faut presque 72 heures pour neutraliser le nid. Et sinon, il y a la vapeur d'eau. Le problème de la vapeur d'eau ou de l'aspiration, c'est qu'on n'a pas la rémanence. Donc si on intervient la journée, il y a à peu près 20% des individus qui sont en dehors de la colline. Et ces individus-là, quand ils vont rentrer, ils ne vont pas être neutralisés. Ce genre de technique pourrait tout à fait être utilisé quand c'est une intervention qui n'est pas immédiate et obligatoire pour des raisons de sécurité publique. Alors, effectivement, c'est faisable, hein, bien sûr. Le problème, c'est que ça veut dire que l'opérateur doit revenir 24 à 48 heures après. Ça peut être intéressant, effectivement, si on se retrouve dans des endroits plus dangereux, comme près d'une maison de repos, une école ou vraiment en centre-ville, pour éviter que le nid tombe un jour, ou là où il y a des gens ou des enfants. Par contre, voilà, un nid qui se retrouve à 40 mètres dans un chêne, on ne va pas prendre le risque de faire monter quelqu'un là-haut pour enlever le nid, sachant que le nid va naturellement se dégrader avec l'hiver et que les pyrétrinoïdes à l'intérieur vont aussi se dégrader tout seuls. Là, pour l'instant, on dirait qu'il y avait 3000 l'année dernière de nids de frelons asiatiques et on atteindrait un seuil autour de 9000 nids. Donc on est encore à la moitié, on va dire, même un peu moins de la moitié. On est vraiment au début de la lutte, ça va s'aggraver. Pour l'instant, les apiculteurs ne sont pas tant touchés que ça par rapport aux apiculteurs en France, par exemple. Je pense qu'il y a peu de chances qu'on évite ce palier. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est le retarder éventuellement, mais l'éviter, on va voir. Le frelon, il est tellement implanté qu'on va devoir absolument vivre avec. Et on voit par exemple que la Wallonie a déjà une politique qui a changé un petit peu. Donc jusqu'en 2022, on était dans l'éradication de tous les nids. On avait beaucoup de budget pour l'éradication. Et depuis l'année dernière, on est déjà sur une gestion intégrée du frelon asiatique. C'est-à-dire qu'un nid qui est au milieu d'une campagne où il n'y a pas d'apiculteurs autour et qui est à 30 mètres de hauteur, on ne va pas aller le neutraliser et mettre l'insecticide dans la nature. On va le laisser à cet endroit-là et on va se focaliser sur les nids qui font des problèmes de santé publique proches des villes et qui posent des problèmes à 1 km autour du rucher d'apiculteurs. Cette année au printemps, on a déjà retesté nos pièges encore en laboratoire avec d'autres individus auxiliaires, hein, donc des guêpes, des bourdons, des abeilles. Ça, c'est des tests entre guillemets qu'on va faire, je pense, chaque année pour continuer à améliorer la sélectivité du piège. Ensuite, on a d'office des essais de neutralisation qui vont se mettre en place, comme Florent l'a expliqué, avec de la terre de diatomée. On a des essais donc avec la harpe sèche cette année aussi qui vont être mis en place, combinés avec des muselières. Et on a encore un dernier essai qui est prévu sur la position des pièges et sur les différents attractifs qu'on peut utiliser en été au niveau du piégeage de masse sur rucher. Donc la plupart du temps, nos expériences, on fait un volet souvent en laboratoire, où on teste un peu en laboratoire, et après on va tester sur le terrain. On va avoir une stagiaire qui va s'occuper de ce volet-là, où on va tester un frelon stressé, un frelon non stressé, sans frelon, lequel piège va être le plus attractif. Et après, on va encore mettre en place une nouvelle campagne de piégeage de printemps, comme on a fait cette année, en améliorant la technique pour février-mars 2025.